Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le mercredi 24 août 2022 était un jour spécial et particulier pour le peuple angolais. Les élections législatives qui décideront du prochain président de la République de ce pays se sont déroulées et beaucoup espèrent un changement car dans la capitale d'un des pays les plus inégalitaires du monde, les disparités sont toujours frappantes. Bonjour Didier Assogba, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va super bien. Ce qu'il faut noter, c'est que ces élections législatives qui se sont déroulées vont déterminer ou bien vont choisir le prochain président de la République de ce pays. Oui, nous sommes au tournant en ce qui concerne la vie politique au niveau de l'Angola. Vous savez que le pays, naturellement, est sous influence de puissances, enfin, je veux dire de puissance occidentale depuis très longtemps, notamment avant son indépendance et maintenant après les indépendances. On connaît les relations que ce pays entretient avec plusieurs puissances occidentales, notamment selon le parti le plus majoritaire du pays qui arrive. Et actuellement, on sait que le président actuel a un penchant naturellement pour la Russie. Ouais. Et également, cela va avoir des répercussions sur ce qui va se décider, notamment dans les urnes, et au niveau également de la vie même des Angolais. Et ces élections sont déterminantes parce que il y a un problème, un phénomène mondial actuel de vie chère et l'Angola n'est pas épargné. Et donc, les citoyens ont leur sentiment d'avoir été abandonnés par le président sortant. Ça va être naturellement des élections, soit de confiance ou de défiance. Ça va être finalement des élections serrées comme cela se ressent. Et ces élections sont très déterminantes parce que, vous voyez, l'opposition traditionnelle s'est revigorée et le pouvoir actuel n'a plus les coudées franches, ne peut pas passer, comme on dit, comme un couteau dans du beurre. Et ça va être compliqué, notamment dans les urnes pour le président sortant, Joao Lourenço. Alors, on l'a vu tout à l'heure, ou bien on les a vus tout à l'heure sur les affiches. Vous avez parlé du président Joao Lourenço qui dirige le pays depuis 2017. Face à lui, Adalberto Costa Junior qui représente l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola. UNITA. Alors, on voit une opposition traditionnelle autour aujourd'hui de l'UNITA qui va essayer de bousculer le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA qui dirige le pays depuis 1975. Oui, oui, Costa Junior est arrivé sur la scène, notamment à la tête de l'UNITA comme un homme nouveau qui n'est pas entaché par les histoires de l'UNITA, de la rébellion et de la Jonas guerre, Savedi, tout ouais. ça. C'est quelqu'un qui est arrivé comme un homme nouveau sur la scène et avec son profil, sa personnalité même très imposante, notamment et son verbe facile. C'est quelqu'un qui peut convaincre assez facilement. Et naturellement, ces dernières années, depuis son arrivée à la tête de l'UNITA, il a réussi à réorganiser le parti politique, qui n'est plus finalement un parti de rebelles, mais un vrai parti politique, un parti d'idéologie qu'il essaie de communiquer ici et là, et a réussi à rallier à ce mouvement-là plusieurs partis politiques sur la scène et même on va dire, des sympathisants et quelques militants du pouvoir, notamment par les promesses qu'il est en train de faire, par son discours qu'il tient, discours de réforme de l'Angola, parce que le pays a besoin d'être réformé notamment, et de sortir des carcans, des divisions entre le MPLA et l'UNITA qu'on connaît jusque-là, et également de la lutte contre la corruption qui reste aujourd'hui, on le sait, le sérieux problème qui gangrène même la vie même de l'Angola. Et donc, quand on a quelqu'un de nouveau, très cultivé, qui arrive à la tête d'un parti politique comme ça, et qui est assez, on va dire, assez attrayant, et qui essaie de promettre beaucoup de choses, qui a pratiquement, on va dire, une certaine virginité,
politique qu'il arrive et qui revigore un parti politique comme ça et qui essaie de convaincre la population, de mobiliser du monde comme ça, oui, ça va être des élections assez compliquées pour le président sortant qui, lui, plutôt est en difficulté jusqu'au sein de son parti politique. Donc voilà, ça va être déterminant, les résultats. Quand on voit les résultats, justement, on voit les disparités, comme on l'a dit tout à l'heure. Depuis l'indépendance du pays, on l'a précisé également en 1975, c'est le MPLA qui dirige ce pays. Est-ce que vous avez l'impression que les Angolais veulent goûter une nouvelle sauce aujourd'hui? Parce que pour les analystes, ça va être des élections on ne peut plus serrer, les premières de l'histoire de l'Angola. Oui, naturellement, aujourd'hui, comme j'ai dit, ça va plus être comme un couteau dans du beurre pour le MPLA. Déjà, le MPLA est comptable de la situation socio-politique et économique du pays. Depuis les indépendances 1977 à ce jour, il n'y a que ce parti politique qui dirige. Le président João Lourenço, qui a été pendant longtemps ministre de la Défense de l'ancien président, Eduardo dos Santos. et José Eduardo dos Santos, qui est parti et qui est décédé finalement. Il était venu comme un réformateur. Il a tenté quelques poursuites, mais ça n'a pas donné grand-chose. Il a promis que l'argent, le pétrodollar donc du pays, soit reversé, soit trouvé et investi dans le pays. Il n'a pas pu. Et qu'est-ce qu'il a comme encore bilan à faire valoir? Surtout qu'il est comptable du bilan de son ancien patron et de son propre bilan maintenant à la tête du pays. Il n'a plus grand-chose à faire valoir devant les Angolais. Et les Angolais ont naturellement envie de voir autre chose, envie de goûter à une autre sauce et essayent de voir s'il faut, s'il n'est pas mieux de décider l'alternance dans les urnes pour voir d'autres personnalités à la tête du pays et de nouvelles idéologies, une nouvelle gestion du pays, naturellement, qui prendra en compte leur vie de tous les jours, leur vie quotidienne et, naturellement, les aider à sortir de la pauvreté pour un pays immensement riche, deuxième producteur du pétrole sur le continent africain, mais dont la majorité des citoyens ploient encore sous le poids de la pauvreté et vivent avec moins de $2 par jour. Vous savez, c'est le critère défini par la Banque mondiale pour définir la pauvreté. Et donc, à partir de ce moment-là, si le pays est immensement riche et ses citoyens sont immenses, on va dire, sont énormément pauvres, ça pose véritablement un problème et ça va être compliqué pour João Lourenço à la tête du pays. Et naturellement, on verra cette fois-ci comment ça va être les résultats. Si tout va clair dans les urnes et que la commission en charge des élections ne joue pas sur des subterfuges, ça va être véritablement compliqué, surtout que les élections permettent d'élire, nous sommes dans le cadre des élections législatives, on va élire les députés et le parti qui arrive premier à la tête du Parlement sera le parti qui sera amené à décider, à choisir un président. Donc ça va être... Tout va se jouer au niveau de l'hémicycle. Tout va se jouer au niveau de l'hémicycle et donc, naturellement, au niveau des urnes, s'il y a plus de députés de l'opposition, donc c'est l'opposition qui remporte et l'opposition va se charger d'élire le président de la République. Alors, l'UNITA a appelé ses délégués, ses partisans à être présents au niveau des bureaux de vote pour le dépouillement. Est-ce que cela prouve à suffisance qu'on n'a pas confiance à la commission électorale nationale dans ce pays? Oui, comme je disais, ça va être après les urnes, ça va être une bataille également de justice et de vérité dans les élections et dans les chiffres également. C'est pour ça que, naturellement, vous voyez un homme assez convaincu, assez imbibé, assez cultivé, qui arrive à la tête de l'UNITA, voilà. Il essaie naturellement d'appeler les citoyens à aller contrôler leur vote, notamment lors des dépouillements, pour être témoins eux-mêmes des chiffres qui vont sortir des urnes, notamment au niveau de tous les bureaux de vote, des centres de vote, pour s'il arrivait que l'opposition remporte dans les urnes et qu'au niveau de la commission électorale, on essaye de renverser les choses, qu'il y ait naturellement des preuves
opposable à ce qui va se faire au finish. Donc, c'est dire qu'il y a un problème de confiance en les hommes qui animent la commission électorale, comme toujours d'ailleurs en Afrique. Au même moment, le modus operandi du dépouillement a changé. Didier Assogba, on ne va pas faire le dépouillement bureau de vote par bureau de vote, mais au siège de la Commission nationale indépendante. Ce sont des réformes qui ont été faites par le président João Lourenço. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il aurait été mieux pour moi qu'on dépouille les bulletins devant les citoyens en leur présence pour qu'ils sachent, qu'ils soient témoins de ce qu'ils ont mis dans les urnes. Mais maintenant que la commission change le mode opératoire de dépouillement, mais bon, ok, ça peut être également une question de confiance. Mais entre-temps, si des urnes ont été changées en cours de route, comme c'est possible, hein, nous sommes sur le continent africain, si des urnes ont été bourrées ailleurs, sont amenées pour remplacer des urnes naturellement mises devant les citoyens lors de votes, même dans les bureaux de vote, ça va être naturellement pas facile pour le président João Lourenço si les citoyens ont le sentiment d'avoir été bernés au niveau enfin, surtout par rapport à cette réforme-là. Et donc, oui, même malgré ça, l'opposition, enfin, je pense pour moi, a les coups de franche aujourd'hui. Et on en appelle à la conscience des personnalités qui animent la commission électorale, qui notamment s'ils doivent dépouiller tous les bulletins, tous les bulletins de vote au siège de la commission, qui dépouillent peut-être devant les caméras en direct pour que tous les citoyens du pays suivent ce qui se fait pour être témoins eux-mêmes de la finalité des élections et des chiffres qui sortiront des urnes. Alors en Angola, les candidats sont souvent issus de l'élite. Les moments des élections, ce sont les classes modestes qui sont courtisées, Didier Assogba. Est-ce que vous pensez que cette population ne va pas vouloir, ne pas se gêner pour aller voter? Comme toujours, il y a cette lassitude, notamment également pour les élections, parce que vous votez tout le temps, vous espérez le changement, vous votez tout le temps, vous espérez le changement, et à chaque fois, les résultats sont les mêmes, rien ne change, c'est le même parti qui remporte, et vous avez souvent le sentiment d'avoir échoué. Et c'est beaucoup de populations sur le continent africain, puisque les élections se déroulent de la même façon d'un pays à un autre sur le continent, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, oui, il y a également cette peur-là de ce que une frange de la population de l'Angola, puisque au niveau des élections, enfin, au niveau de la commission électorale, environ 14 millions d'électeurs sont enregistrés pour participer. Mais il y a cette crainte naturellement que certains ne se gênent pas pour aller voter. Mais ce n'est pas non plus la solution de ne pas aller décider, d'aller essayer de décider dans les urnes. C'est mieux, c'est toujours mieux que de ne pas avoir décidé, que de ne pas avoir voté. Et parce que dans ce cas-là, on aura le sentiment de ne pas avoir joué le rôle qu'il faut jouer pour le changement à la tête pour le changement ou la décision apportée pour le changement du pays. Je crois que oui, cette crainte est réelle, mais avec, comme j'ai dit, le changement à la tête de l'UNITA, ça peut être également un élément motivateur, un coup de pouce au moral des populations qui vont, ok, on va tenter le coup de Costa Junior, voir si ça va marcher ou pas. Alors, une gestion sans partage depuis 47 ans, on l'a dit tout à l'heure, émaillée également par des actes de corruption. On se souvient des enfants de l'ancien président José Eduardo dos Santos, notamment sa fille Isabelle dos Santos. En face, on a donc l'UNITA marquée également par des années de rébellion. Vous pensez que tout va se jouer à ce niveau? Tout va se jouer sur ces détails, l'historique même du pays. Comme je dis, il y a un pouvoir qui est là depuis 47 ans, qui ne change pas, qui promet des choses qui ne sont pas faites, comme toujours d'ailleurs. Avec deux présidents déjà à la tête du pays, pratiquement rien n'a changé. Et l'UNITA, avec les histoires de rébellion, naturellement, ça reste du passé aussi. Vous voyez. Et aujourd'hui, on a un homme nouveau à la tête de l'UNITA qui n'a rien à voir avec la rébellion, qui n'a pas certainement connu la rébellion, qui n'a pas
qui n'a pas combattu, qui n'a pas pris les armes et qui est venu avec des idéologies, des idées pour rénover naturellement l'UNITA, parti de rébellion, en UNITA, parti d'opposition d'idées aujourd'hui. Je dis que les deux personnalités qui les plus en vue aujourd'hui sur la scène politique, leur profil vont être, je veux dire, déterminants dans le choix des électeurs. Est-ce qu'on continue avec João Lourenço, qui a aidé José et Eduardo dos Santos à la tête du pays pendant beaucoup d'années, à maintenir l'Angola dans le système de corruption, dans le système de pauvreté instauré. Qui s'est un peu démarqué entre-temps, il faut dire. Qui s'est un peu démarqué, on a vu cette lutte contre la corruption. Ce n'était pas la lutte contre la famille de Santos, naturellement. Ça ne va pas être. La famille de Santos a naturellement dirigé, mais João Lourenço, en tant que ministre de la Défense... Il est comptable, vous voulez dire. Est comptable, il a été pour quelque chose. S'il y a pu avoir de corruption pendant toutes ces années, s'il était ministre de la Défense, s'il n'était pas imbibé, lui, il aurait pu, naturellement, il n'a pas fait de coup d'État, il n'a rien fait. C'est quand il a été choisi, naturellement, par l'ex-président dos Santos, pour être son remplaçant, pour être son dauphin, qu'il a essayé de mener quelques discours. C'est des arrangements politiques. Il a essayé d'inquiéter un tant soit peu l'ancien président et sa famille. Ça s'est arrêté là. Et les hommes d'affaires qui les aidaient à siphonner le pays. Et ceux qui détenaient les pétrodollars. Et les entreprises qui étaient là, qui permettaient de détourner, de corrompre. Ces entreprises, est-ce qu'il les a inquiétés? Zéro. Est-ce qu'il a inquiété les hommes d'affaires? Zéro. Pourtant, il a continué à diriger le pays avec ce même secteur privé supposé corrompu sous Dos Santos. Donc, c'est comme on change un homme pour que rien ne change. C'était finalement ça, pour que le pouvoir continue de rester. Donc, il est naturellement comptable de beaucoup de choses lui-même et naturellement du taux de pauvreté assez élevé dans le pays aujourd'hui, de la non-répartition des richesses du pays et ça ne va pas être facile pour lui. De toute façon, il n'aura pas beaucoup d'arguments à faire valoir. Comme lors de son premier mandat qu'il a sollicité, il s'est présenté comme un homme nouveau qui se démarque des idéologies et de la gestion de Dos Santos. Aujourd'hui, on peut comparer ce qu'il a eu à faire pour son premier mandat avec les années de gestion de Dos Santos. Est-ce que quelque chose a véritablement changé? Non. On sait que Luanda a été une ville, a toujours une belle ville, une ville attrayante. Il y a eu quelques travaux, mais après Luanda, qu'est-ce qui est fait à l'intérieur du pays? La desserte en eau potable, l'accès à des soins de santé, les écoles, et les infrastructures, les produits, je veux dire, les besoins sociaux de premier niveau pour la population dans le périurbain de Luanda jusqu'à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui a été fait? Pas grand-chose, naturellement. Et donc, il va avoir beaucoup de difficultés, le président sortant. Sauf que nous sommes en Afrique et on a cette tradition de ne pas organiser les élections pour les perdre. Mais je ne crois pas que ça va être toujours un slogan, ça va continuer dans le sens. Il va falloir que ce que les citoyens décident dans les urnes se transparaisse dans les chiffres. Et ces élections sont à suivre de près. Et naturellement, la proclamation, les résultats vont être suivis de près par une classe politique de l'opposition qui est assez cultivé maintenant, qui n'est plus, assez cultivé, assez organisé. Ça va être très compliqué pour le président sortant. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Angola, élection législative porteuse d'espoir de changement à Luanda. Allez, merci à vous. On marque une petite pause. L'invité est déjà là. On le reçoit.